Et salut, bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, c'est Nils. On se retrouve tous les dimanches en fin d'après-midi pour des sujets de type DevOps, des sujets de type administration, logiciel libre, parfois même BSD. Et on va continuer notre projet de conteneur Phoronix Test Suite. J'ai des choses, 2-3 bricoles à vous montrer. On va voir des résultats de benchmark aussi. Et j'espère qu'on pourra aussi voir s'il n'y a pas quelques améliorations à faire sur notre sujet. Salut, salut Adrien, salut Xavier. Merci d'être fidèle au rendez-vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est mon projet. Ah là là. Mais comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson Si, et bien entendu, si ces projets vous plaisent, n'hésitez pas à commenter, que ce soit dans le live Twitch au moment où on l'enregistre ou dans le replay YouTube, quand je pense à le publier. N'hésitez pas donc à aller mettre des commentaires, à liker les vidéos, à vous abonner à la chaîne et à la chaîne non seulement Twitch mais aussi YouTube. C'est assez simple. Vous avez toutes les adresses sur la anotherhomepage.org et vous pouvez aussi partager ces vidéos avec vos amis. Et nous, hop, on reprend. Salut à toi Emmanuel, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Malgré, je ne sais pas pour vous, mais ici, aujourd'hui, il fait particulièrement moche, particulièrement humide. Je compatis avec Arina, qui est partie se promener il y a quelques minutes, avec son joli ciré bleu. Et je suis content qu'on lui ait, qu'elle dispose d'un peignoir. Parce que je pense que ce serait à sa place, je serais content d'avoir un peignoir en rentrant. Bref. Salut à toi, Adiz. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé toi aussi un bon week-end. Donc, des news, des benchmarks sur notre projet Phoronix Test Suite. Alors, on va tout de suite... alors, je voudrais aller dans... Est-ce que j'ai ça quelque part? J'ai généré des pages HTML ce jour, mais je ne sais plus où je les ai mises. Ah si, je sais où je les ai mises. Elles sont sur l'autre ordi. Ta-da-da. Viens voir par là, toi. Alors, on va aller dans projet stream. Projet stream, ouais, c'est bien ça. Ouais, même avoir. Allez. Comment ça Ah oui, j'ai oublié un répertoire. Hop. Non, toujours pas. Oui, c'est sûr que si j'écris pas comme il faut... Voilà. Tac. Ensuite, on va ouvrir les pages web. Qu'est-ce que j'ai fait de... C'est dingue ça. Hop. Ce soir, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Et maintenant le... Bah alors il est où? Ça doit être celui-là. Hop. Non, c'est pas celui-là. Zut alors. Alors attendez, je vais quand même vous montrer un peu parce que pour l'instant vous voyez que c'est un peu dommage. On se met comme ça. Vous voyez, j'ai une belle page blanche avec un truc Phoronix. Et en fait, j'ai réussi à faire
Ah si, je l'ai, c'est le merge. Ok. Hop. C'est le merge. Voilà. Là, c'est mieux. C'est un poil mieux. Et donc, je voudrais commencer, en fait, ce live par vous montrer un peu. Alors, déjà d'une, on va prendre des nouvelles du Raspberry Pi. Et je peux vous dire que le Raspberry Pi, il cravache. Hein. Il continue. Lentement, mais sûrement. Tac. Voilà, donc il est en train toujours de bosser. Alors, la semaine dernière, je crois que je l'avais... il y a eu un moment, je l'ai coupé. Je l'ai coupé, je sais plus pourquoi. Je pensais que le truc était bloqué, en fait. Je pensais qu'il avançait pas sur le benchmark serré. Mais en fait, il avançait. Juste, comme vous pouvez voir, le premier benchmark a mis presque 16 heures à se dérouler. Donc, en vrai... il y a lui qui dure 20 ans, mais tous les autres qui se déroulent, on va dire, dans un temps presque acceptable, hein, parce que... Ouais, non, en fait, acceptable... je crois que, voilà, le Raspberry Pi, niveau benchmark, le pauvre, il galère, hein. Mais je crois que les premiers benchmarks, je crois que c'est les benchmarks les plus lourds là sur lesquels on est en train de passer. Donc on va voir. En plus, vous voyez, il y a des benchmarks, il a même pas réussi à les finir. Donc c'est assez, c'est assez révélateur. Si ça y est, j'avais volontairement coupé ce benchmark, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'avais volontairement coupé ce benchmark après le live. Et j'avais laissé finir le reste. Et il y avait eu pas mal de benchmarks qui n'avaient pas terminé. Justement, il y avait des soucis comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que... hop, si je vous montre ici, j'ai rajouté un fichier de 1 Go de swap. Parce que j'avais l'impression que, en gros, dans les erreurs que je voyais, il se plaignait qu'il n'avait pas assez de mémoire. Donc je lui ai dit, allez, je te rajoute 1 Go de swap. Je le sais, c'est la carte SD qui va prendre cher. Mais on verra ce que ça donne. Bon, spoiler alerte, à mon avis, on verra que c'est lent. Mais au moins, on aura des chiffres. Et merci, Cool Geek, pour ton réabonnement. Merci énormément. On est pas loin des 2 ans d'affilée. Bravo. Et merci pour ton soutien sans cesse renouvelé. ZRAM. Alors, je pense qu'en fait, ZRAM, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que dans le cas du Raspberry Pi, on est sur un cœur ARM V6L à 700 MHz. Ce qui veut dire qu'en vrai, on va acheter, entre guillemets, on va s'acheter de la RAM, en compressant la RAM, on va s'acheter de la mémoire au prix du processeur. Le problème, c'est que le processeur, il est déjà, soyons honnêtes, hein, il est déjà anémique. Voilà. Donc en vrai, je pense que ce serait, dans le cas du Raspberry Pi, ce serait suicidaire. Je sais pas si c'était une bonne idée que je dise ça. Peut-être que je coupe ça au montage. Mais ce serait pas une bonne idée, le pauvre. Ce serait... je pense que ça empirerait les performances plus qu'autre chose, en fait. Donc je pense qu'on va le laisser finir et ça prouvera que en vrai, le Raspberry Pi V1, alors certes, on avait fait quelques projets de base, on a vu qu'on pouvait lancer des petits conteneurs, que voilà, il y avait moyen de s'amuser avec, pour faire un paillole, pour faire éventuellement, si vous avez une connexion XDSL, ça peut peut-être encore servir de VPN, et encore. Mais en vrai, faut, voilà, ça va être des petits services légers. Je pense que c'est un peu la conclusion, avant même que les benchmarks aient terminé. Ça va être un peu la conclusion de ce benchmark. On va voir ensuite avec les autres, hein, parce que à partir du Raspberry Pi 2, on se retrouve avec des quad-core. Après, ce qu'on peut aussi faire sur le Raspberry Pi 1, c'est tenter de l'overclocker. Je pense qu'on peut l'amener, on peut lui donner 1 ou 200 MHz de plus. La question, c'est est-ce que ça va changer grand-chose
Je suis sceptique, mais ça vaut le coup d'essayer. J'ai envie de dire, il est là. On a pris la peine d'avoir un Phoronix Test 8 qui est dispo pour cette plateforme. Ce sera dommage de ne pas s'en servir. En plus, bon, il consomme 3 fois rien. Hein. On est peut-être à 2 watts crête. Donc en vrai, je peux le laisser tourner la semaine à faire du benchmark. C'est pas gênant. Salut à toi, Mortalius. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Et puis ensuite, eh ben, on pourra aussi justement comparer avec les autres générations de Raspberry Pi, le 2 et le 3, et voir... Non mais oui, voilà, c'est ce que je disais, un Pio, un AdGuard, je crois qu'il y a un troisième projet qui fait la même chose. Ça tourne sans problème, un petit DNS, un petit DHCP. Honnêtement, ça tourne nickel là-dessus. Je le faisais il y a 7 ou 8 ans. Et je pense que ça tourne toujours. Et en vrai, à la limite même en mettant une Alpine Linux ou un NetBSD, parce que moi je m'en servais sous NetBSD, le truc il est réactif. Il est un peu moins sous Raspberry Pi OS, je trouve. Après voilà, c'est Raspberry Pi OS 12 ou 13, je sais plus. C'est le 13 hein. Si je fais un ETC OS release, tac. Si on est encore en 13. Donc en vrai, je sais que je suis assez sûr que, enfin sûr, c'est un, je suppose, c'est une hypothèse. Je pense que la Raspberry Pi Foundation ne va pas forcément porter Debian 14 sur le premier Raspberry Pi. J'en doute. Je suis déjà assez surpris que la 13 soit passée. Après, je peux me tromper. Mais on va voir. Toujours est-il que, bon, voilà. Je m'attendais pas à grand-chose de toute façon. Après, j'ai peut-être aussi pas forcément bien choisi tous mes benchmarks. Ça peut être une idée de refaire un tour sur tout ce qui est disponible comme test chez Phoronix. Bon, bien entendu, on évitera la compilation du noyau Linux. Hein. on n'est pas là pour le voir souffrir. Enfin, il y a des limites quand même à la souffrance du pauvre petit Raspberry Pi. Mais bon, pour le moment... mais je serais curieux quand même de voir ce que ça donne en overclocké et en comparant aux autres générations, au moins les 2 et 3. Et si ça se trouve, il y a un gap entre le 1 et le 2 et ce genre de choses. Hein. Compile un Firefox ou un LibreOffice, c'est suffisant. Bah, en fait, je crois que compiler le noyau Linux, c'est moins pire que Firefox ou LibreOffice. C'est assez... On installe Gen tout seul, binaire. Non, à ce compte-là, on fait un LFS. En parlant de compiler, du noyau, tout ça. Salut Gizmo, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un beau week-end. Je peux aussi vous donner des petites nouvelles de mon autre projet. J'avais fait un live un peu hors série sur mon projet de kernel custom NetBSD. J'avais un souci. Mauvaise mention, Gizmo. Mauvaise mention, mais c'est pas grave. J'ai commencé à regarder la dite vidéo, mais j'ai pas fini. Donc, je disais, hop, si on va sur framagit. Ah non, pas sur ce navigateur là. Tac. Framagit.org, qui est là où maintenant je mets mes petits codes sources. Tac. Donc, s'il veut bien. Ah, mais c'est pas le bon, c'est toujours pas le bon. Hop, je vais être là, voilà. Framagit, voilà. Tac. Et si je vais, hop, sur mes projets NB kernel, en fait, dans les branches que j'ai actuellement, celle-ci, il faut que je la dégage. C'est celle-là où j'essaye. Alors, cette partie-là, ça marche.
le switch to commit. Donc en vrai, j'arrive à avoir, grâce à... si je vous montre... où est-ce qu'il a fait Voilà. Il m'a fait... Non, c'est pas celui-là. Si, c'est ça. Donc il n'y avait pas grand-chose, finalement. Il est où? Sérieux, il m'a pas... Ah oui, ça c'est le commit. Ça c'est le commit. Mais il y a des commits avant. Il y a 2 changements. Et j'aurais aimé qu'il me montre les deux... les 2 commits. Parce que là, il y a des choses qu'il a pas montré. Alors... tac, la branche get point release, voilà. Et voilà. Ou en gros, maintenant, je suis en capacité d'avoir un... soit je compile les derniers commits d'une branche de NetBSD. Donc par exemple, si je veux compiler un noyau custom pour les tout derniers commits de NetBSD 10, je peux. Mais si je suis intéressé par la release 10.1, je peux aussi. Et pareil pour les RC de NetBSD 11, ça s'applique. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est que pour une raison que j'ignore, j'arrive pas à compiler les tools pour la RC4 de NetBSD 11. Donc ça, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler, mais globalement, je pense que je vais essayer de pousser cette branche sans les apports de NetBSD 11 RC. Et ensuite, je vais essayer d'avoir des noyaux NetBSD 11 qui compilent. Donc déjà, si je peux avoir les outils de compilation qui compilent, ce sera pas mal. Et ce sera quand même sympa. Mais en fait, voilà, suffisait de faire un petit quelques trucs où en vrai on utilise soit guide branche, soit la nom de la branche, soit directement le commit via la branche. Ça a l'air de passer. En gros, il suffisait d'avoir les bonnes options qui vont bien, surtout avec le fetch head en vrai. Donc tu veux une box TV espagnole. Je me demande pourquoi tu dis ça. Plus sérieusement, ça me permettra comme ça de pouvoir publier mes noyaux. En fait, j'essaye de faire un noyau un peu optimisé pour machine virtuelle. D'ailleurs, toutes mes VM NetBSD 10.1 sont passées sur mon noyau. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Faudra que je surveille un peu le monito en tout cas la métrologie pour voir si j'ai une baisse de conso des ressources, ce qui est l'un des objectifs. Mais voilà, un petit, c'est moi qui fais le drift pour une fois de ma propre initiative. Je voulais vous donner des news de ce sujet-là. Hop. Si on revient sur, ouais, je sais, j'ai hop. Alors, tac, AHP-PTS. Je n'ai pas sorti de nouvelle release parce que j'ai pas encore de nouveautés niveau code sur notre conteneur. Ouais, c'est ça, Autodrift. Sur notre conteneur Phoronix Custom. Par contre, j'ai benchmarké. Ah oui, salut quand même, FlashBIOS, effectivement. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Yoda aussi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Désolé pour le lag. Donc, j'ai, en parallèle du Raspberry Pi, j'ai lancé quelques benchmarks. La semaine dernière, j'avais lancé en direct les benchmarks sur un ordi portable. Benchmark que j'ai coupé parce que la machine ronflait comme pas possible et que je voulais dormir. Donc je l'ai relancé plus tard, mais ça s'est terminé donc avec succès. Je l'ai lancé aussi sur le Mac Mini en 2 fois 4 Go de RAM et c'est en train de tourner avec une barrette de 4 Go en moins. Parce que dans les trucs qui m'intéressent, il y a aussi l'impact du dual channel. Je suis intéressé de voir si le dual channel apporte un gain de perf.
Et si oui, de quel ordre? Alors sur un Mac mini, je sais pas si ça va se voir, je sais pas si ça peut se voir plus ou moins sur selon les quantités de mémoire et selon les comment dire, selon les capacités de processeur, mais on va voir ce que ça donne. J'ai aussi benchmarké mes Imablade et elles sont actuellement, il y a l'Atome là qui est en train de faire sa deuxième séance de benchmark. Le Celeron, lui, il a fini. Et justement, je voudrais vous causer un petit peu des résultats des deux Imablade en attendant d'avoir des résultats de Raspberry Pi. Hop. Et c'est donc ça. Et une fois qu'on aura causé des résultats, je vous raconterai comment j'ai fait en sorte d'avoir une jolie page web comme ça. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que effectivement, ça ressemble un peu à ce qu'on voit sur foronix.com en fait, ce qui est somme toute assez logique, hein, puisque ça utilise la Foronix Test Suite. Et donc, ce qui est assez sympa, c'est que voilà, quand on arrive à avoir du comparatif avec donc 2 ou plus de machines, on va avoir en présentation une colonne. Vous remarquerez que il y a un certain nombre de choses qui sont communes. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que il a donc fusionné l'écran, l'OS, le noyau, le compilateur, le file system et la résolution pour une raison très simple. C'est qu'en fait, j'ai pris le même SSD, j'ai installé Fedora dessus sur la première Zimablade, et une fois que j'ai eu fini mes benchmarks avec la première Zimablade, j'ai débranché le SSD, je l'ai branché sur la deuxième Zimablade et j'ai démarré dessus avec. Parce qu'en gros, les deux Imablade, à part le processeur, elles sont rigoureusement identiques. Il y a la même quantité de mémoire avec la même spécification. Alors, les cartes mères sont forcément légèrement différentes pour s'accommoder de la différence de processeur. On a sur, on va dire, la Gen 1, un Celeron N3450, et sur la Gen 2, un Atom E3950. D'ailleurs, il y a la deuxième séance de benchmark sur le Celeron, sur l'Atom qui est en cours. Et je suis en train de me demander s'il a fini. Hop, voilà. Allez. Et il n'a pas fini, il est en train de s'occuper de Apache. Hop. Tac. Et donc, forcément, on a les mêmes infos sur le système, hein, à peu de choses près. Et puis là, on a un récap des scores. Donc on a les scores, alors sans les unités, j'ai l'impression. Ce qui est un peu dommage. Mais les unités, on va les avoir plus bas. Ils génèrent la page... Oh, Adrien. Alors pour le coup, effectivement, la page web est générée par Foronix Test Suite. Pour le coup, à aucun moment, je n'ai uploadé des données chez Open Benchmarking. À aucun moment. Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, il y a juste en vert le vainqueur et en rouge le perdant. Pourquoi il me... Voilà. Tac. Et donc... S'il veut bien baisser un petit peu, voilà. Et donc on a eu, il y a au total, j'avais sélectionné 14 ou 15 benchmarks à la base sur ma suite, mais certains benchmarks ont plusieurs options, donc on peut faire tourner un benchmark avec une option 1 et ensuite le même benchmark avec une option 2. C'est pour ça qu'on a 3 tests SQLite et que sur OpenSSL on en a 3 aussi, non on en a même 5. On a 3 tests justement pour Apache. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et maintenant, on a des comparatifs qui sont avec des jolis graphes. Et moi, ça me plaît, ça. J'aime bien les jolis graphes. Je sais pas vous, mais ça me plaît. Et donc, si on fait... alors, je sais pas si vous êtes intéressé par le fait que je vous fasse une analyse de différence de perf entre un Celeron et un Atom. En vrai, pour le coup, les performances sont,
c'est du coude à coude régulièrement. Mais ce qui m'amuse, c'est de voir notamment un truc qui m'a amusé, et je me suis rendu compte de ça, et j'ai revérifié dans les specs chez Intel, c'est que le Celeron N3450, donc de l'ancienne Zima Blade, il a un turbo à 2 Go 20, alors que l'Atom, il a un turbo à 2 Go tout court. Alors que sa fréquence nominale, le Celeron, elle est à 1 Go 1, et l'Atom, il est à 1 Go 6. Fun fact aussi, le Celeron a un TDP qui est genre limite 2 fois moins élevé que l'Atom. Ce que je ne sais pas par contre, c'est s'il n'est pas un peu élastique sur son TDP, le Celeron, et si genre il en profite pas quand il a de la patate pour comment dire, pour aller chercher plus fort. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que on a d'ailleurs, alors je vais zoomer un peu plus comme ça, on aura les images bien en gros. Hop. Et là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que alors, on voit que c'est donc en seconde dans ce benchmark là, et que il nous dit fewer is better. Donc en gros, bah moins tu mets de temps, plus t'es performant. Et sur une tâche de copie dans une base de données SQLite, on voit que bah, c'est le Celeron, qui est pourtant un processeur un peu plus ancien. Le Celeron est un tout petit peu plus rapide que l'Atom. Et en fait, dans bon nombre de cas de figure, on va remarquer ça. Là, encore une fois, le Celeron est plus rapide. Mais vous voyez, c'est jamais énorme. C'est jamais énorme. 49 versus 51. Là, allez, à 4 threads, ça commence un petit peu à se... comment dire, à se démarquer. Parce que bah, forcément, on utilise tous les cœurs du processeur. Et forcément, bah, un petit peu sur chaque cœur, bah, à force, ça vient... comment dire, bah, ça vient s'additionner, tout simplement. Et donc on se retrouve avec 10 secondes de lag pour l'Atom. Et on va voir régulièrement des cas de figure où voilà, ils sont au coude à coude. Ou alors, et quand je dis au coude à coude, c'est vraiment que vous voyez franchement la différence entre 5392 et 5393, elle est négligeable en vrai. Elle est négligeable. Sachant que là, voilà, c'est sur un truc de type stream copy. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que de temps en temps, l'Atom reprend le dessus. Où est-ce qu'on a... tac. Si j'avais vu un benchmark ou deux où l'Atom reprenait le dessus. More is better, non, toujours le Celeron, toujours. Ah, c'est ça, more is better. Tac. Tac. Je pensais qu'il y en avait un ou deux de benchmark où l'Atom... où l'Atom était... J'ai dû me gourer, alors. Donc en vrai, l'Atom se fait battre de justesse régulièrement. Hop. Ou alors, ouais, coude à coude, mais pas de... Non. A priori, le Celeron prend le dessus systématiquement. Je pensais qu'il y avait un test ou deux où l'Atom... Non, voilà. Donc en vrai, et c'est ça qui me surprend, et c'est pour ça que je suis en train de relancer une autre séance de benchmark. J'essaie de regarder dans le BIOS si jamais il y avait des options, mais a priori niveau comment dire, niveau option comment dire, de consommation, de performance, tout ça normalement c'était bon. Mais par contre, ce que je me demande, faudra que je regarde, je crois qu'il y a moyen de lui dire d'augmenter ses performances un peu plus que le TDP officiel. Donc il faudra que je regarde si l'Atom a moyen comme ça d'aller plus fort. Et je regarderai si du côté du Celeron c'était pas déjà activé. Parce que alors à moins que ce qui se passe aussi,
C'est que peut-être qu'avec ces 200 MHz de plus en fréquence d'horloge, par rapport au benchmark qu'on a choisi, enfin en tout cas que j'ai choisi, et ben le Celeron, du fait de ces 200 MHz de plus, et ben en fait il gagne, tout simplement. Sachant que voilà, on a des benchmarks qui sont essentiellement CPU mémoire. Et c'est quand même, c'est des fois il y a quand même un peu de, 42, 46 en termes de méga flop. On est, alors certes les scores ont pas l'air fous comme ça, mais en proportion de l'un à l'autre, c'est pas négligeable en fait. Dans l'absolu, ça va être des petits scores, mais et donc c'est pour ça que je trouve que ces résultats sont étonnants, parce que en fait, si jamais je vais non, pas ici, tiens, on va se mettre là, et que je vais chez si je fais Intel Arc, ah non, c'est pas celui-là, c'est Intel Arc comme ça, mais je m'en fiche. Hop. Caractéristiques des produits Intel, et si je cherche donc N3450, qui est donc le Celeron, c'est ça, hein, Celeron N3450. C'est pas un Pentium, hein, c'est un Celeron. Allez, on va lui dire Celeron N3450. Bah, comment ça, il n'existe pas? Si, voilà. Donc on va faire ajouter au comparatif. On va aller chercher l'atome E39. C'est lequel? 3950. X7E3950, c'est celui-là. Voilà. Hop. Et on compare. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que bon, il y en a un, il est fait pour le mobile, l'autre, il est fait pour l'embarquer. Qu'ils ont globalement des technologies de gravure qui sont les mêmes. Mais ce qui est amusant, c'est que voilà, il y en a un, il est fait pour aller à 6 watts de TDP et l'autre à 12. Ils ont autant de cache. La fréquence, voilà, ce qui est marrant, c'est que quelque part, le Celeron, il va de plus bas à plus haut, alors que l'atome, lui, il est un peu plus restreint sur son amplitude. Mais il est quand même de base à 1 giga 6. Et pourtant, vous voyez, ils ont ces deux processeurs qui sont sortis en l'espace d'un trimestre. Et ce qui m'amuse aussi, c'est que donc je n'ai qu'une seule barrette de RAM sur chaque Zima Blade. De toute façon, on peut en mettre qu'une. Mais que si on regarde le type de mémoire, ah ouais, d'accord. Si je zoome un peu, tu m'enlèves les deux côte à côte. En fait, on aurait pu avoir de la DDR4 jusqu'à 2400 MHz. Ou alors de la DDR3 jusqu'à 1866. Alors je dis MHz, pardon, c'est des mégatransferts par seconde. Ce qui veut dire que potentiellement, en fait, la mémoire que j'ai dans les Zima Blade, elle ralentit les machines. Parce que certes, il y a 16 Go de RAM, mais c'est 16 Go de RAM à 1333 MHz. Et ce que je me dis, c'est que comme j'ai des modules de mémoire, alors celui-ci c'est une de 4 Go, mais en fait j'ai réussi à me procurer des modules de 8 à la base pour les Mac mini. J'ai un peu cassé la tirelire. Et en gros, celles-ci, elles sont... c'est de la 14900. C'est la PC 14900. Donc on a ce cas de figure où peut-être que la vitesse de la mémoire ralentit le processeur. La question de la température est aussi valable, Cool Geek. Et d'ailleurs, salut à toi le Viking. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. La question de la température, ça peut être quelque chose parce que effectivement, hop, si on regarde bien, et que je reprends, hop, tac, te voilà toi, ben, il n'y a pas de ventilateur. Voilà. Mais par contre, alors, je sais pas si on va le voir. Non, faut que j'enlève le... Tac. Hop là. Reviens par là, toi. Tac. Non, tu vas te casser la figure comme ça. Tac.
Non. Ouais. Comment qu'il s'ouvre déjà lui? Je sais jamais comment il s'ouvre. Ça me. Hop. Tac. Magnifique gourde. Merci. Merci, merci. Je crois que. Je crois qu'il s'ouvre. Hop. Ah oui, c'est. Non? Ah oui, c'est. Hop, c'est la partie. Attends. Comment je fais? Je me rappelle jamais comment elle s'ouvre. Eh ben. Pratique. Ah voilà. Comme ça. Ah oui, et ensuite, c'est les vitres. Ensuite, il faut que je dévisse. Alors. Hop. Tac. Alors, la vis, elle n'a pas disparu. Elle est là. Et ensuite, prends un marteau, ça ira plus vite. Oui, c'est une technique, mais en vrai, non. Hop, voilà. Et on peut ensuite enlever. Normalement, les deux vis devraient suffire. Voilà. Et donc, tac. Donc on a 16 Go de RAM, mais c'est de la PC3 10600S, donc c'est de la 1333 MHz. Déjà, rien que cette barrette de 4 là, elle est en PC 14900S. Donc je crois que c'est de la 1600 MHz, si je dis pas de bêtises, voire même un peu plus. Mais par contre, de toute façon, ce que j'allais dire, il n'y avait pas besoin de le débrancher, enfin de le démonter pour ça. Il n'y a pas de ventilateur. Alors il y a quelques petits connecteurs. Alors, hop, si je mets pas là, si je mets le doigt devant, ce sera peut-être moins bien, mais là, vous voyez, on a d'autres connecteurs. Donc, et puis voilà, là aussi on a d'autres connecteurs. Alors je sais pas s'il y en a un qui peut servir à mettre en place un ventilateur, mais si on regarde un peu, si j'essaye de vous faire voir à l'intérieur vraiment, vous voyez que hop, là si je suis comme ça, au-dessus du port USB, vous avez un truc qui fait contact entre la carte mère et le reste du boîtier. Parce que je pourrais encore démonter, hein, vous voyez, il y a encore une vis ici à gauche et une autre à droite. Et en vrai, c'est la pâte thermique ou le pad thermique. J'ai jamais essayé honnêtement de le démonter parce que j'ai pas envie d'avoir à me procurer un pad qui ferait contact bien comme il faut, et j'ai pas envie de prendre le risque de l'abîmer. Mais c'est une autre possibilité. Mais c'est vrai que ouais, la partie thermique. Après, ce qui se passe, c'est que dans mon cas de figure, les Imablade, elles sont reposées systématiquement sur ça. Alors désolé, il est un peu poussiéreux, mais en vrai, c'est une cage pour mettre deux disques durs 3 pouces et demi, et je pose la Imablade ici. Mais normalement, ça fait pas contact puisque on a les petits pieds en caoutchouc. Donc après hop, reste avec moi toi. Hop, voilà. En vrai, la question de la température se pose. Faudrait peut-être que alors, j'ai pas l'impression que le truc surchauffe en vrai. Je pense que si ça surchauffait, remarque, certes il y a des alertes, mais enfin des alertes. Si la machine avait vraiment trop chaud, est-ce qu'on aurait eu du enfin oui, alors la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais pu voir ou constater un thermal throttling. Alors après, comme je lance un certain nombre de benchmarks la nuit pendant que je dors, je peux pas m'en rendre compte. Et comme les nuits sont encore un poil fraîches, bon, si ça se trouve, les machines, elles y trouvent leur compte. Mais
Mais on se pose la question de, on peut se poser la question aussi effectivement pour la comment dire, pour la température. Faudrait que dans ce cas-là, avant de lancer les benchmarks, je mette en place un SNMP ou une autre sonde de température quelque part et que je prenne la mesure. Sachant que ce que je n'ai pas encore mesuré non plus pendant les benchmarks, c'est la conso. Parce que si ça se trouve, le Celeron, il gagne parce qu'il explose sa conso. Que les 6 watts de TDP annoncés sont outrepassés avec comment dire, avec légèreté. Avec légèreté, genre, oh, 6 watts, oh. Mais voilà. Voilà, donc c'est pour ça que je disais sur le Discord, pour celles et ceux qui y sont, que je suis assez surpris, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Icewell a dit... en fait, pendant un temps, quand ils ont sorti la Zima Blade, ils avaient les deux références en disant de toute façon, les processeurs sont équivalents en termes de performance et en termes de conso. Et voilà. Et en fait, quand ils ont décidé d'arrêter de vendre celui avec le Celeron, sachant qu'on n'avait pas le choix, hein, c'était selon les arrivages, on avait du Celeron ou de l'Atome. Je pense qu'à mon avis, on avait surtout du Celeron. Et ensuite, peut-être parce qu'il n'y avait plus de stock de Celeron, que Intel avait arrêté de les faire, ils ont dit, bah maintenant, vous aurez que des atomes. En disant, de toute façon, c'est mieux, l'atome, il a une fréquence de base plus élevée, donc vous aurez plus de performance, ce genre de choses-là. Bon. Ce qui se passe aussi, c'est que les benchmarks montrent une performance, entre guillemets, aux limites, ou presque, sur des cas de figure particuliers. Si ça se trouve, effectivement, dans des cas d'usage réel où le processeur n'est pas en train d'utiliser sa fréquence turbo à fond, bah peut-être que effectivement il est plus performant. Est-ce que le TDP se traduit obligatoirement par une augmentation de la conso? Bah ça c'est pareil, hein. Si le CPU il est pas en train de se donner à fond, il n'a pas de raison d'aller au bout de son enveloppe thermique, donc bon. Ça reste des cas de figure qu'il faudrait que je trouve un moyen de les obtenir, mais dans l'immédiat, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Hop, on revient. Mais voilà. Donc, d'autres tests en perspective. Dans les tests qui manquent. Sur notre liste. Si je reviens là, on a quand même pas mal de tests. Il en manque un. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il doit en manquer un ou deux. Si je vais chercher sur... hop là. Et pourquoi tu me... Voilà. Si je vais chercher... il est passé où mon fichier XML d'ailleurs? J'en ai fait quoi? Test suite locale. Tac. Hop. Si je viens chercher... si je fais un grep test... bah non, ce que je veux, c'est le suite définition. Voilà. Tac, tac, tac. Pipe unique, on va dire. Tac. 14. Et c'est RAM speed.
Donc on n'a pas RAM speed normalement. J'avais compté 13, c'est ça, hein. Mais en gros... Ouais, en gros, il manque RAM speed. Parce que, en fait, le test... visiblement, le test est mal fait. Cool Geek l'a confirmé sur Discord, où effectivement, il y a une erreur dans l'installation du test. Non, dans le run du test. Il y a une option qui est utilisée qui n'existe plus. Donc ça pourrait être intéressant de contribuer à Phoronix Test Suite en disant il y a un bug dans ce test et essayer de le patcher. Et pour la réflexion d'Adrien sur Kelrich, bon, ça reste quand même de la DDR3, hein, c'est pas non plus ultra... c'est pas des kits de 64 Go de DDR5 hein, ou de 96 Go. Pour l'anecdote, la barrette de 8, sur AliExpress, comme ça, en DDR3L, donc en 1800, je crois que c'est la 1866. Vous l'avez, je crois, à moins de 15 balles pièce. Salut Chevenet. Vous en avez pour... Non, si, un petit peu plus de 15 balles pièce, je crois. 15 ou 16, mais ça va être aux alentours de ça. Ça va dépendre aussi de la marque que vous trouvez. Moi, j'ai essayé de prendre un truc un peu... qui a l'air un peu quali. Peut-être que c'est moi qui me laisse avoir, et peut-être qu'en vrai, j'aurais pris leur sous-marque, ça aurait marché aussi. Mais voilà. Alors après, peut-être que c'est de la contrefaçon, je sais pas, mais les deux premières fonctionnent, hein, le Mac Mini en est très content. Bah écoute, il y a écrit HyperX et puis il y a écrit Kingston.com dessus. Donc pour le coup, je sais pas si... comment dire en partant du principe que c'est un module de mémoire officiel, c'est une marque connue, hein. Je crois que Kingston HyperX, voilà, c'est normalement quelque chose de connu. Qu'est-ce que... hop. Tac. Voilà. Voilà pour les résultats, un peu pour le moment, de ce que j'ai en termes de résultats grâce à ce projet, grâce à ce conteneur multi-architecture. Maintenant, l'autre étape, ça va être qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ce... j'ai envie de dire sur... depuis notre release version 0.10. Non, version 0.1.0, pardon. Je me demande s'il n'y a pas des endroits où j'ai mis 0.10, ce qui n'est pas très malin. Je crois que la semaine dernière, on avait évoqué le fait d'avoir potentiellement deux conteneurs. Un conteneur light et un conteneur, entre guillemets, full. Et je me rends compte qu'avant ça, je voulais vous parler d'un autre truc. Je me mélange les pinceaux. Donc je vais revenir en arrière. Je voulais vous montrer comment j'ai généré ma page. Donc, je reviens ici. Est-ce que j'ai un conteneur qui tourne? Non. J'ai pas de conteneur qui tourne, donc je vais me mettre là. Podman. Tac. Donc, je sors ma commande Podman pour aller chercher mon truc. S'il le veut bien. T'as raison, t'as fonctionné. Comment ça, stop signal? Ah bah oui, il y en avait déjà un. Ah, il y en avait déjà un. Tac, Podman PS. J'en avais déjà un qui tournait, c'est pour ça. Donc, me revoilà. Var lib Phoronix Test Suite, qui est toujours peuplé, puisque je garde mon répertoire, mon petit var lib ici. Et alors j'ai des points HTML, des points PDF qui traînent. Honnêtement, les PDF, j'ai pas réussi à les générer, je pense qu'il manque des dépendances. Donc faudra que je teste ça à l'occasion.
Ce que je voulais vous montrer, c'est si je vais dans Test Results, j'ai des résultats de test. Alors comment ça se passe? Si je vais sur, admettons, on va dire le Mac Mini, tiens, qui est en train de tourner. Voilà. Ah bah il a fini. Il a fini, puis vous voyez, il n'y a que RamSpeed qui s'est planté. Bah c'est parfait. On va pouvoir faire, on va pouvoir se baser sur ça. C'est parfait, ça a fini au bon moment. Je l'ai pas fait exprès, hein. Mais donc là, j'ai le Mac Mini qui a tourné avec une seule barrette de 4 au lieu de 2 et qui a fait des benches. Oh tiens, coucou toi. Vous ne la voyez pas, mais Arina vient d'arriver et elle vient de repartir. Bon, elle est passée par ici, elle repassera par là. Elle court, Arina. La 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 la. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mes benchmarks avec une variable d'environnement. J'aurais pu ne pas la mettre, parce que sinon, par défaut, Phoronix va utiliser en gros la date comme nom de résultat. Si je vous montre, hop, var lib Phoronix test suite test result. Là, vous voyez, j'avais fait les premiers essais et donc on a les dates de lancement des benchmarks en fait. Et donc, j'ai un répertoire. Et si on regarde dans ce répertoire, hop, on va prendre celui-là, puisque c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Tac, et vous voyez, vous avez un fichier qui s'appelle composite.xml, installation log, system log, test log. J'ai pas la commande tree là-dessus, j'ai la commande tree. Hop. Pipeless sera peut-être mieux. Tac. Et là, vous voyez, voilà, il y a les logs des... alors, le truc, il a mis 2 fois 256 Go Kingston, machin. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que, effectivement, j'ai... il y a peut-être 2 disques dedans. Faudra peut-être que je fasse... que je revérifie. Parce qu'en plus, la RAM, c'était de toute façon pas de la Kingston. C'était de la Crucial, on dirait. Non, même pas. Enfin, il y a le logo Micron. Mais il n'y a pas le logo Crucial, donc bon. Ça doit être de la mémoire. Elle a juste dit pas d'autographe SVP. Ouais, c'est sans doute ça. Mais toujours est-il que on a, voilà, on a quand même une arborescence avec les résultats qui sont enregistrés. Et c'est tout l'intérêt de mettre en volume le varlib Phoronix test suite, c'est que comme ça, même si vous coupez votre conteneur avant d'avoir exporté entre guillemets les résultats de vos tests, vous pouvez relancer le conteneur et accéder à vos tests. Parce qu'en fait, si je fais un Phoronix test suite pipe grep result, vous avez un certain nombre de commandes qui vous permettent de gérer vos résultats. Et je peux même d'ailleurs, si je le souhaite, les uploader chez Open Benchmarking, les éditer, extraire des trucs. Et on peut aussi effectivement, voilà, on peut l'exporter en CSV, en HTML, en JSON, en PDF. À mon avis, il faut des dépendances pour générer du PDF et du texte brut de base. Ce que je vais faire, moi, par contre, c'est que je vais vouloir récupérer. En fait, ce que je veux, c'est quelque part agréger bon nombre de résultats et les mettre ensemble pour pouvoir justement faire de la comparaison. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais d'abord revenir ici sur ma machine de stream. On va aller dans document projet stream. On va aller dans varlib PTS. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis dans le répertoire en fait. Vous voyez, là, il y a écrit Zimablet, Celeron, machin chose. Et si je refais ici juste mon LS, vous voyez qu'on a globalement la même chose. C'est juste que d'un côté, je suis dans le conteneur et de l'autre côté, je suis pas dedans. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un rsync. On va faire un VP, non, un stat. On va pas faire le rsync tout de suite. On va d'abord faire une petite pause. Une petite pause dîner. Hop là. Ok.
Elle est pas Mimi. Ouais, ouf, ouf, je suis d'accord. Ça a été la balade? Ah. Crunch, 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 crunch. Je suis en train de me demander si je devrais pas rajouter le... Que, de fait, vous avez l'image, mais je pense pas que vous ayez les bruits de Harina qui est en train de mâcher ses croquettes. ASMR bouffe. ASMR bouffe. Non, mais c'est un moyen de... c'est un moyen comme un autre, hein, de mettre un peu d'ambiance sonore. Sinon, tu peux faire des tâches à la bouche. Non. Crunch, 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 crunch. Faudra que je regarde si avec l'application de Droid Cam, il y a moyen de... Ah, si, j'ai le bruit de l'iPhone 16. Non, non. Non, ça bouge pas. Donc c'est pas moi qui... J'ai bougé la porte. Ah bah, ça arrive. Salut à toi Germineux, bienvenue. Tu arrives pile au moment de... ou alors tu commences à te manifester au moment où Harina finit son repas. Voilà. Ils ont eu un petit coup de langue. Allez, hop. Et nous revoici. Après la pause dîner d'Harina. La traditionnelle pause dîner d'Harina. On en était donc à vouloir récupérer en fait l'arborescence des résultats. Donc j'étais sur la machine tac. Et en fait j'ai un var lib PTS, puisque c'est donc, si je reviens sur la machine, sur le Mac Mini, si je fais ça, donc là j'ai le contenu, j'ai le même contenu que ici, si je fais un petit ls-shell de var lib Phoronix test suite. Voilà, c'est les mêmes. Et donc je reviens ici, on va dire, une fois que c'est ça, et ben, il me faut test-result. Et on veut le Mac Mini avec une fois 4 Go. Copier, hop, coller, tac, et on veut le mettre ici. Tac, je vous remonte la commande. Donc c'est bon, c'est un AirSync over SSH, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, vraiment il l'a fait, hein. Voilà, il les a récupérés. Donc là maintenant, si je reviens ici, donc là maintenant je suis au-dessus, je suis dans le conteneur Phoronix Test Suite sur mon PC de stream. Si je fais un test, si je regarde les résultats, je l'ai pas. Je me suis gouré, je pense. Ouais, je me suis gouré. Je me suis gouré d'emplacement. Que vous voyez, je l'ai mis au même niveau que... On va le déplacer, c'est pas grave. Var lib Phoronix Test Suite Mac Mini machin. Voilà. Et on le déplace dans var lib Phoronix Test Suite Test Result. Tac. Et une fois qu'on a tout ça, ce qu'on peut faire, je vais récupérer mon anti-sèche. Hop, puisqu'on a la commande, c'est une commande merge result, je crois. Si je refais comme ça, Phoronix Test Suite, grep, merge. Voilà, on a un merge result. Donc, on peut faire Phoronix Test Suite, merge-result. Si je le lance sans argument, il dit au fait il manque des arguments, mais il m'annonce les différents résultats. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne me montre pas...
Tiens, ah oui, il me met ceux d'aujourd'hui, mais il me met pas les précédents. Bon, allez, merge result. Et en fait, on vient prendre celui avec 1 fois 4 Go, celui avec 2 fois 4 Go. Comme ça. Et il me dit, au fait, c'est dans merge 1911, maintenant. Bon, là, il chouine sur un truc, il faudra que je vois un de ces quatre. Est-ce que je veux voir les résultats de test? Non. Et ensuite, on peut faire un results, je crois, file to HTML. Result-file-to-HTML. Et bien entendu, il faut qu'on mette notre identifiant de résultat. Voilà. Alors là, par contre, il nous le met dans slash root. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce fichier-là dans var lib Phoronix test suite directement. À la limite même, ce que je pourrais peut-être faire d'ailleurs, var lib Phoronix test suite, parce que j'ai quand même plein de trucs. Je vais créer un répertoire HTML. Et puis, on va faire un nv étoile.html dans HTML. Voilà. Tac. On va RM le Mac Mini PDF. On s'en fiche. Et donc, si je regarde le répertoire HTML, voilà, il y a tous mes... D'ailleurs, ça, je crois que c'était pas bon. Bref, c'est pas grave. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est que je vais pouvoir prendre mon navigateur web et je vais aller lui chercher la page web. Donc, on est dans les documents, projet, stream, hop, et on a varlib pts, HTML, et on a, hop, le merge. Et là, de fait, maintenant, on a... Donc, alors bon, il a l'air de garder comme identifiant celui du premier de la liste. Je me demande si je donnais un nom d'identifiant qui n'existe pas, il pourrait pas me générer un truc. On va essayer, tiens. Si je refais un merge, hop. Si je refais un merge result, et que je l'appelle Mac Mini 4G VS 4G X2 par exemple. Ah non, il me remet un nom de merge. Donc c'est bon. Ok. Donc c'est pas fifou. C'est pas fifou. Je pense qu'il y a peut-être moyen de... Alors, si jamais, par contre, je lui... Tiens, on va faire le test. Si jamais je refais la même chose, mais avec le nom à l'arrière. Non plus. Non plus. Bon. Faudrait que je vois, c'est un peu dommage. Ou alors c'est peut-être que c'est volontaire pour éviter d'éviter d'être sur... comment dire, sur du... pour éviter des confusions, peut-être. D'ailleurs, c'est marrant, de fait, il a pas les... Je crois qu'il a pas compris qu'il y en a un qui avait 4 Go et l'autre qui avait 8. Ouais, il a pas l'air d'avoir compris. Bizarre, cette affaire. Pourtant... si on va vérifier, mais bon, voilà, le principe c'est ça quand on veut faire les comparatifs. On peut peut-être essayer de vérifier. Si je fais un free-m ici, de toute façon j'ai 4 Go, ouais j'ai 4 Go. Forcément, l'autre barrette elle est là normalement. C'est dingue ça. Ah, le composite.xml. Alors, dans ce cas-là, je peux me mettre ici. Est-ce que j'ai un Vim? Ouais, j'ai un vrai Vim. -p. Ah, on peut peut-être me faire un Vim diff. Hop. De variable pts test result Mac Mini étoile.
slash, et on a dit que c'était composite, c'est ça? Composite.xml. Tac. Non, non, il y a bien écrit d'un côté, Intel Core. Ah, mais si ça se trouve, il aurait peut-être description. Ah, genre, il aurait pas mis à jour la description. Et il considère que les deux et il considère que c'est le même système. Est-ce qu'on peut aller chercher un slash VG? Tac. Non, il n'y a pas. Non plus. Si je fais un slash RAM. Non, ça c'est RAM speed. RAM speed. Ah, test. Mais non, ça c'est la description du test. Last me dit non, non, non. Identifier. En vrai, c'est ça. Si ça se trouve, il aurait fallu que je mette un identifier qui soit... Non. Processeur le même. Ok. Il n'y a pas un memory quelque part? Ah bah si. Là, il y a écrit 4 Go de RAM. Ligne 12. Donc, celui de gauche, c'est celui avec 4G. Tac, tac. Voilà, tac, tac. 2 cœurs, 4 threads, motherboard. Bah oui, c'est la même. Là, c'est ça. D'un côté, il me met même en méga. Et de l'autre côté, il me met en giga. Donc, en fait, le merge... Le merge, je prendrais pas en compte le fait qu'il n'y ait que la différence de mémoire. C'est vous cette affaire. C'est un peu dommage parce que pour le coup, on a... En vrai, si ça... Enfin, c'est quand même bizarre. Est-ce que... Non, c'est quand même pas à cause du de l'identifier ici. C'est déjà l'identifier, il faudra peut-être que je le change parce que c'est un peu tout nul. Il faudra que je regarde dans les options. Parce que là, c'est quand même chelou, il me... Ouais, du coup, j'en ai qu'un, c'est un peu nul. Si je viens chercher cette histoire de 256G Kingston, là, identifier. Ouais, à chaque fois, il y a écrit... Alors... On va tenter un truc. Je vais faire des trucs pas très catholiques. Et j'ai dit AirSync. T'as AirSync dessus? Ouais, t'as AirSync, ok. Hop. Donc il faudrait qu'en fait je renomme. Ah, et puis en plus il m'a mis des espaces. Ah, c'est l'enfer. C'est abusé ça. Ah non, attends, faudrait que je renomme tout ça. Ouais, non. Non, ce que je veux faire de pas catholique, c'est peut-être pas une bonne idée en vrai. En vrai, je pense que le mieux, de fait, maintenant, ce serait peut-être que je refasse les benchmarks, mais que je prévois des noms, pas seulement le nom du résultat, mais probablement l'identifier du système. Comme ça, je vais pouvoir mettre Mac Mini, une fois 2 Go, 2 fois 2 Go, une fois 4 Go, 2 fois 4 Go, une fois 8 Go et 2 fois 8 Go. Je pense que ce sera mieux. Alors, je vais pas les... Alors, si jamais on veut changer les identifiants de... Hop. Si je fais... Ah, mais alors dans ce cas-là, il faudra peut-être que je le lance en... Pas en batch run. On peut essayer éventuellement. Tac. Si je fais Phoronix test suite, si je relance mon truc, on a dit run hp-homelab-suite.
Là, normalement, il va me poser des questions. Alors là, il dit quoi? Ouais, en fait, les 2 fois 256 Go, c'est à cause du disque. Ok. Est-ce que je veux sauvegarder? Oui. Enter a name for the result file. On va l'appeler comme ça. Mac Mini 600. Enfin, on va mettre un tiret, ce sera peut-être plus sympa. Ah voilà, unique name to describe this test run configuration. Et ben je vais mettre la même chose. Ce sera Mac Mini. Alors pourquoi 61 sur le Mac Mini? Je vais vous montrer. J'installe une ici là-dessus ou pas? Non. Bon, ça fait un peu beaucoup de depths pour un outil un outil comme ça, mais bon. C'est parce que vous voyez, Product, Mac Mini 6,1. En gros, les différentes générations, elles ont un nom commercial et elles ont un nom un peu plus technique. Typiquement, le MacBook Pro que je vous ai montré la semaine dernière, c'était le MacBook Pro 9,1. Et ce qui est marrant, c'est que son petit frère en 13 pouces, lui, c'est le 9,2. En général, le premier numéro, c'est la génération. Donc, je sais pas les Mac Mini M4 aujourd'hui à combien ils en sont, mais ça va être généralement des... on va être, à mon avis, on doit être à 12 ou 13,6. 12 ou 13,1. Donc, on va l'appeler comme ça. New description. Eh ben, on va dire... Tac. Bon, alors là, on voit pas trop ce qu'il écrit. Fantastique. Pourquoi j'ai... Ah, j'ai fait CTRL-C. Oh, le... Ah, putain. Allez, on relance. Ce qu'on veut. Oui. Bah, ce sera celui-là, hein, en vrai. Celui-là. Là. New description. On a dit qu'on mettait ça. Voilà. Et là, je touche plus. Voilà. Donc là, il commence à lancer les benchmarks. Bon. Et bah du coup, on verra s'il n'y a pas moyen que je change les identifiants, ou que je lui dise de toujours prendre que l'identifiant soit le nom du résultat de test en fait. Parce que autant sur le batch run, j'ai une variable d'environnement pour le nom du test. Si ça se trouve, il y a une variable d'environnement aussi pour ça. Mais bon. Je vous montrerai ça de fait une prochaine fois, en tout cas, sur les Mac Mini. J'espère aussi avoir d'autres benchmarks qui auront fini, comme le Raspberry Pi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous... Ah bah oui, on avait parlé du fait que j'avais dû installer quand même pas mal de dépendances à la main. Si je reprends... Ah mais de fait, lui, l'historique... Si je remonte... Voilà. Vous voyez que j'ai une palanquée de dépendances que j'installe en plus à l'intérieur du conteneur. Et en vrai, on peut se poser la question, est-ce que je devrais pas créer un conteneur light, donc qui est le conteneur actuel, et un conteneur full avec ces dépendances en plus? De fait, le conteneur light pourrait avoir juste le strict minimum pour lancer des petits benchmarks, ou alors il faudrait installer soi-même les dépendances.
L'autre possibilité, ce serait ou alors d'avoir un seul conteneur qui serait du coup le conteneur full. Après, ce qui m'embête, c'est que on parle quand même de 500 mégas de plus sur le conteneur. Sachant que ces 500 mégas en plus seront potentiellement amenés à être encore plus conséquents si jamais je choisis de rajouter d'autres dépendances au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il faudrait que je regarde pour la partie PDF. Parce que si je reprends ici sur la machine de stream, on a vu que si je fais un Phoronix test suite by grep PDF, tac. Étant donné que la version d'Alpine est fixe due à la version de PHP, ce n'est pas déconnant d'inclure ces devs dans l'image, car les versions ne bougeront pas. Alors, en fait, les dépendances bougeront le jour où on changera de version d'Alpine Linux, dû au fait que la Phoronix Test Suite sera compatible avec une version plus récente de PHP. Parce que ce qui nous fait utiliser cette version d'Alpine Linux, donc petit rappel, hein, si je fais un cat etc os release, on est en 3.19.9, qui est une ancienne version d'Alpine Linux, parce que en fait c'est la version la plus récente qui contient encore PHP 8.1. Et si on va sur GitHub, je crois que c'est sur GitHub, hein, hop. Tac, et que je vais chercher Phoronix Test. Tac. La dernière version de Phoronix Test Suite, elle date de 2022. Il y a des travaux en ce moment pour aller chercher, pour aller rendre le truc compatible avec PHP 8.5. J'apprécierais que quand la prochaine version de Phoronix Test Suite sort, on en profite pour le passer en PHP 8.5. Comme ça, on aura une version d'Alpine plus récente. Je sais pas combien de temps la version 3.19 va rester sur les miroirs. Je sais pas quelle est la politique d'Alpine Linux en matière de gestion des anciennes versions. Est-ce que je compte maintenir ce conteneur une fois que j'ai fini avec PTS ? J'ai envie de croire, mais je suis peut-être trop optimiste. Mais on verra, l'avenir le dira. J'ai envie de croire que la maintenance ne sera pas très compliquée à partir du moment où en fait, s'il suffit juste une fois de temps en temps de bumper la version d'Alpine Linux, de PHP et de Phoronix, je veux dire, avec le temps, j'aurai de toute façon à un moment ou un autre des nouvelles machines que je vais vouloir tester. Donc j'essaierai d'utiliser ma suite de benchmark et donc je réutiliserai mon conteneur. Très, très clairement, est-ce que ça m'arrive tous les 4 matins d'avoir une nouvelle machine ? Non. Est-ce que ça peut être... est-ce que quelqu'un d'autre peut s'en servir et peut me dire ce serait pas mal de maintenir le truc et d'avoir des versions décentes ? Ça peut être pas mal. Voilà. Ma réflexion, c'est que j'ai envie de croire que la maintenance, une fois que le projet sera feature complete, j'ai envie de croire que ce sera juste bumper les versions de Phoronix Test Suite. Et visiblement, on est en 2026, la dernière release stable a plus de 4 ans. Presque 4 ans, non, un peu moins. C'était quand la dernière release ? 3 juillet 2022, donc pas tout à fait 4 ans. Et bon, les versions d'Alpine Linux, ça bouge un peu plus vite. En vrai, je pense que c'est jouable. C'est jouable.
pense pas que ce sera... En fait, c'est aussi l'une des choses que j'ai remarqué, hein, parce que hormis la compatibilité avec le tout premier Raspberry Pi, en vrai, des images de la Phoronix Test Suite, des images de conteneurs, on en trouve. Et généralement, ça va être basé sur Ubuntu ou Debian, ce qui est pas déconnant. Et ça fait le job aussi. Après, je suis pas sûr que tout le monde ait bien fait attention, je pense, à la compat PHP. Donc c'est aussi là ma valeur ajoutée finalement. C'est de faire un peu plus attention aux compats de version de Phoronix et de PHP. Et les dépendances. Parce que honnêtement, de ce que j'ai cru voir dans les conteneurs que les gens mettent, alors pour peu que déjà les gens aient le Dockerfile disponible, ce qui n'est jamais le cas, donc en fait on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le conteneur. Le mien au moins, vous savez que voilà, le code source est dispo. Vous savez que ce qui est sur le dépôt Git, c'est ce qui permet de créer le conteneur qui est dispo sur Docker Hub. Niveau transparence, je pense que c'est pas mal. Donc oui, j'espère le maintenir et j'espère que ça me prendra pas trop de temps. Et Chavnet qui dit avec le temps tout s'en va, ben oui, j'entends bien. Je me doute que si par exemple tu veux récupérer au hasard comme ça la Debian 2 ou la RHEL 3, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon après il y a archive.org hein, mais bref. Alors est-ce qu'il a un truc d'ailleurs sur alors il a un install security.md. Ah, j'avais jamais fait gaffe, tiens. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que en vrai, en termes de sécu, je vois pas ce qui. Ah, si, il y a peut-être le Foromatic. Public issues. Ah, d'accord, c'est juste ça. Parce que en vrai, c'est un truc qui est fait pour être du benchmark. Enfin, moi, j'assume que les choses soient très claires. J'assume parfaitement que mon image Phoronix et Alpine et à des composants qui sont anciens et vulnérables. Ce conteneur n'est pas fait pour être mis dans un service entre guillemets en prod directement disponible sur internet. C'est fait pour être dans un réseau interne et c'est pas fait pour être allumé H24. Alors je sais qu'il y a le truc Foromatic, mais j'ai pas encore trop creusé le sujet de Foromatic et a priori c'est pas prévu. Avec le temps, Léo Ferré, Joe Bouvier. Je suis pas. Effectivement, j'avais pas la ref. Pour le coup, Léo Ferré, c'est pas dans mes refs musicales. Autant pour moi, Chavenet. Autant pour moi. Alors maintenant, par contre, créer une image light, une image full. Je suis tenté de vouloir faire un truc, à mon avis, chez GitHub. Si on va chercher, on va peut-être d'abord regarder sur hub.docker. Non, c'est docker. Oui, c'est docker.com. Voilà. Et si je vais chercher l'image Nginx. Tac, official build. Et en fait, vous remarquerez un truc, c'est que chez Nginx, donc on parle bien d'une image officielle. Voilà, Nginx Inc, Docker Nginx. Parfait, c'est ce que je voulais. Bah, vous remarquerez qu'il y a masse de tags. Et vous avez la toute dernière version, là, la 1.31 par exemple, qui est la mainline. Vous avez la 1.30.1 qui doit être quelque part, voilà, qui est la version stable. Et vous remarquerez que vous avez des versions Trixie, des Trixie Perl,
Parce qu'en fait, par défaut, c'est de l'Alpine. Et vous avez aussi des Slim. Vous avez des trucs avec Open Telemetry. Vous avez donc des trucs avec Pearl. Vous avez diverses options. Et en plus, vous avez ARM 64, ARM 30... Oh, ARM 32, V5, V6, V7, ARM 64, V8, i386. Sérieux? Eh, ils ont PPC 64LE, RISC 64, RISC 5, pardon, S390X. Franchement, pour le coup, là, Nginx, enfin F5, chapeau les mecs, hein, et les nanas d'ailleurs. Chapeau. Parce que pour le coup... je me suis pas embêté, moi, à faire une image i386 pour Phoronix. Je sais pas si ça intéresserait du monde en vrai. Oh, je viens de penser à un truc. Eh, vous savez, dans l'armoire, là, j'ai toujours mon IPC. Hein. C'est un Celeron 32 bits. Ça pourrait être marrant de comparer le Celeron 900 MHz en x86 au Raspberry Pi à 700 MHz. Alors, si je regarde, qu'est-ce qu'ils ont pour faire leur image Docker? L'armoire en pain. Ouais, c'est dans l'armoire en pain. On a quoi? Template. Enfin, il fait des templates. Il y a un point GitHub et je suppose qu'il fait une CI. Workflows. CI.yaml. Generate jobs. Non, l'armoire en pain n'a pas un CPU 32 bits. L'armoire en pain, dans l'armoire en pain, il y a un vieil ordinateur portable, un IPC 904 HD qui contient un Celeron 900 MHz 32 bits. Ça doit dater de 2009, je crois, 2008-2009. Et il y a 2 Go de DDR2 dedans. Alors la machine de base en avait avec 1 Go, et puis je crois que c'est quelqu'un sur le chat qui m'a filé la barrette de 2 Go. Oui, l'armoire en pain est un musée, Chavenet. Elle est un musée. Il y a 2 e-books G4, il y a mes anciens MacBook Pro, donc celui que vous avez vu la semaine dernière, son petit frère en 13 pouces, et leur prédécesseur, qui date de 2007. Il y a des vieilles tablettes, il y a du matos. Il y a même un iPod dedans. 2 iPods, pardon. Il y a la carte mère de mon tout premier PC. La carte mère, le CPU et la RAM. Bon, on parle d'un Celeron à 466 MHz, donc 32 bits forcément, mais voilà. D'une marque aujourd'hui défunte, hein, puisque c'était un Packard Bell. Elle est digne d'un culte, il faut s'agenouiller devant elle. Non, pitié. Donc moi je voulais regarder comment ils ont fait chez Nginx pour avoir des images de conteneurs avec différentes options. Tu as commencé à jeter avant. Alors il y a des trucs dont j'aimerais me séparer. Typiquement, ouais, j'ai du matos dont j'aimerais me séparer dans mes tiroirs et dans l'armoire. Et il y a du matos que je veux garder parce que je suis un sentimental sur certains trucs. Mais en vrai, le problème, c'est qu'au moment où moi, je ne m'en sers plus, certains trucs, c'est malheureusement le moment où, en fait, ils ne valent plus rien et où personne n'en veut de toute façon. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, à un moment, il faudra que je me dise, bah ouais, je jette. Mais j'ai pas le cœur à ça. T'as un MacBook PowerPC. Oh là là. Commence pas à me dire ça, Chevenet. Commence pas à me dire ça. G4, 3... Oh là là. Oh là là. Non, mais... Non, mais... Ah là là. Ah là là. Ah, commencez pas à me tenter avec du G4 et du G5. Oh là là. Donc, comment ils font leur truc, eux? Bash brew script, GitHub action, generate.sh, generate jobs, run, matrix. Oh là là. Oh là là. Alors attends, où est-ce qu'ils ont fait leur truc? Module, mainline. Non, attends, je vais revenir en arrière.
Non. C'était où? Dans les workflows, dans le ci.yaml. Il allait chercher où son truc? $bash brew script, GitHub action. Ah ouais, mais attends. $bash brew script. Il doit le mettre en stratégie. GitHub repository nginx bash brew. Ah ouais, d'accord. Donc je ne sais pas ce que vaut bash brew script. Oh, le Mac Pro 2013. Oh là là. Oh là là. Le Mac Pro 2013. Franchement, cette machine-là, je trouve que c'est une machine qui est fantastique. D'un point de vue ingénierie. Elle, comment dire, c'est, pour moi, c'est les prémices du Mac Studio. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait un truc cylindrique, j'ai l'impression que ça a posé plus de problèmes qu'autre chose. Mais elle a un look qui est, cette machine, elle a un look qui est quand même assez fantastique. Donc, nous en sommes à comment ils font chez Nginx pour générer des images avec autant d'options. Tu attends que les prix baissent pour un Mac Pro 2019? Ah! Ouais. Je pense que ceux qui ont un Mac Pro 2019, ils doivent s'y accrocher encore un peu. Parce que c'est vrai que c'était une machine quand même qui était ultra chère. De mémoire. Si jamais je vais chercher... Tiens, Debian Perl template, si je regarde. Comment ils ont fait? From Nginx version, run 7-x. Arch officially built by upstream. Ah oui, si jamais c'est pas une arche officielle. 7. Oh, c'est moche. Mais bon, s'ils n'ont pas le choix. apt get update, apt get install. Ouais, ok. If we have leftover from building, let's purge them. Ouais, ok. Ça c'est bien. Ils font le nettoyage. Donc en vrai, ça veut dire ils ont plusieurs fichiers Dockerfile. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Par contre, ce que j'ai un peu du mal à piger, c'est comment ils font leur truc. Ou alors il doit me manquer, parce que là il y a juste le ci.yaml. Parce que je vois pas de F5CLA, ça doit être le contributeur. Ok. Bon, ça, ouais, ok, c'est peut-être pas... Hop, et le sync.yaml. Sync Docker Hub with AWS ECR. Ok. Get secret, configure, login. Ok, login to Docker Hub. Build, tag and push. Sync rel. Ok, donc il y a un sync quelque chose.sh quelque part. Ouais, il est là. Hop. Ça a l'air vraiment... Ils ont fait quand même assez... Tac, tac, tac. Attendez, je remonte un peu. Dire commit, file commit. Déclare tag list. Ok. Et à quel moment est-ce qu'il...
Commit, ok. Alpine, nanana. Voilà, il fait un Docker pull. Oh, tiens, c'est marrant, il fait un Docker pull. Ah oui, forcément, du Linux. Tac. Et ensuite, il vient taguer pour chaque... Voilà, il fait des boucles et il tag. D'accord. Ok. Je pense pas qu'on va s'y mettre ce soir. Je pense pas qu'on va s'y mettre ce soir, mais je trouve ça assez étonnant. J'aurais tendance à bien vouloir regarder la différence entre leur template, parce que là, ils ont un Debian Slim, ouais, bon, jusque-là, ok. Et en fait, il crée les trucs, il fait ses installations. En fait, ce qui me surprend, c'est pourquoi, comment ça se fait. Enfin, j'aurais peut-être trouvé ça intéressant, à moins qu'ils veulent le paralléliser. J'aurais trouvé ça intéressant que le Dockerfile Debian serve de base et qu'on est sur le... si je prends le Debian Perl, par exemple, je trouvais ça logique. Mais ah si, c'est ici, il le fait. From Nginx, Nginx version. D'accord. Donc et ensuite, il rajoute... Il doit rajouter, effectivement, curl, devscript, xslt proc... Non, attends, il n'est pas en train de... Si je reprends ici, il a fait quoi? Nginx, tac, tac, tac. Il installe... Il rajoute la clé, ouais, ok. Et une fois... Ensuite, voilà, les architectures officielles. Donc, il rajoute le repo Nginx. Et... à un moment, je suppose, il installe... non? J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. À quel moment... Parce qu'il a un mec rules de l'art target. Et ils vont pas compiler Nginx dedans quand même. Et il installe Cargo. Ah si, $Nginx package. Et le $Nginx package, est-ce qu'il est un peu plus haut? Non. Ah, c'est pour 100% packages. Donc ça, c'est une variable. Ok. Et si je reviens sur le Debian Perl, est-ce que c'est la même chose en fait? J'ai l'impression que c'est à peu de choses près la même chose. Enfin, que c'est quasiment pareil et qu'il doit y avoir juste la liste des paquets qui change parce que... Remarque, là, il n'y a pas Cargo, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est pas le... Ouais, parce que là, il a déjà installé... Il a déjà fait l'installation de l'utilisateur. Et il se base dessus. Parce qu'en vrai... Ah, mais ça se trouve, ça, c'est... Il l'installe, mais il l'avait désinstallé à la fin, peut-être. Ouais, donc en gros, je devrais peut-être faire ça, en fait. C'est faire deux fichiers, deux fichiers container file. Et... deux fichiers container file. Et les builder l'un à la suite de l'autre. Et en fait, le deuxième, c'est tout simplement le premier, mais avec des packages en plus. Je pense que ce sera le plus simple. Je sais pas ce que vous en dites dans le chat, mais je pense que... Ah, alors, FlashBIOS. FlashBIOS qui arrive avec la nouvelle du soir.
Ouch. Alors, pour celles et ceux qui se posent la question de... ouais, du petit drift. Bah, on se fait ce petit drift et puis après on s'arrête là, je pense. En vrai... Donc, pour celles et ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, il y a quelques jours, il y a une vulnérabilité qui a été rendue publique pour Nginx, qui a un score, alors qui a un score de CVSS assez élevé. C'est quoi ce score? En fait, c'est un, comment dire, il y a un... Alors, pour la faire simple, disons qu'il y a des gens qui se sont mis autour d'une table et qui se sont dit il faudrait qu'on classe les vulnérabilités par dangerosité. Et donc, ils sont venus à un score de dangerosité. C'est ce qu'on appelle donc le CVSS score. Ce score, il a évolué avec le temps, ce qui fait qu'on a plusieurs versions de ce score. Et ça, à mon avis, c'est là... parce que le score n'est pas le même selon la version du CVSS score. Et ça, le 9.2, c'est la dernière version. Si on va d'ailleurs sur... Alors là, ils l'ont pas mis comme ça. Il est où le poste au moins? Voilà, c'est celle-ci. Tac. Ça, c'est bien la 42 945. Ah non, c'est pas ça. Ah, ils mettent directement les trucs de chez Nginx. Moi, j'aurais voulu le... J'aurais voulu le truc chez directement chez le NIST. Enfin, je sais pas si c'est toujours chez le NIST, mais hop. Bon, on va aller la chercher de toute façon. Hop. Si je fais ça, ça doit être dans les premiers... Non, même pas. GitHub, non plus. Voilà, NVD, tac. Et donc, vous voyez, on a plusieurs versions de CVSS Score. Et en fait, bon, en version 2, il n'y a plus parce qu'ils font plus les tests. En version 3, on est à 8.1, c'est considéré comme haut. Et en version 4, tiens, ils l'ont pas ici. Ah si, 9.2 critique. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un truc très dangereux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour celles et ceux qui ont un Nginx, comment dire, open source classique, installé via leur distribution Linux, en vrai, il n'y a pas de patch. Ou alors, je sais pas si Debian a fait un patch pour leur version de Nginx. Mais en fait, officiellement, F5, les développeurs de Nginx, eux, ils ont patché que pour leur dernière release stable, donc la version 1.30. Donc la version patchée, c'est la 1.30.1. Et la version mainline, leur version entre guillemets de test, qui est la 1.31. Ils ont patché uniquement dans ces trucs-là parce que c'est les seuls qui maintiennent. Les versions en dessous, les 1.28, les 1.26, les 1.24 et antérieures, F5 ne les patchera pas, d'après ce que j'ai compris. Le truc, c'est que bah, si vous prenez une Debian classique, hein, si je fais un petit podman run -rm -it debian latest, je vais pas prendre une sling, c'est pas très grave, voilà. Update, et que je fais un petit apt install nginx. Tac. Tac, et je fais un dpkg -list pipe grep nginx. Vous remarquerez qu'on est en 1.26.3. Hop. Et je suis sur une Debian... Ah tiens, Debian 13.2. Allez. Podman. Cool. Debian 2.latest. Allez, récupère-moi une 13.4 et une 13.5. Et hop. Tac. 1.26.3. Donc on a quand même quelques versions de retard. C'est une excellente question, Emmanuel. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le patch se backporte. J'espère que oui. J'espère que oui, sinon ça laisse quand même pas mal de monde sur le carreau. Potentiellement.
Après, les conditions de cette vulnérabilité sont quand même un peu particulières. C'est pour ça que Chavnet dit, si tu as une règle write dans Nginx, alors c'est une règle rewrite, donc en gros c'est de la réécriture d'URL, il y a quand même quelques petites conditions à remplir. Après, ça veut dire que pour les gens qui ont une version ancienne de Nginx, bah, faut aller auditer vos configurations. Alors quand je dis auditer, c'est un bien grand mot, mais ça veut dire en gros qu'il faut aller regarder dans vos fichiers de configuration Nginx, regardez si vous avez des règles de réécriture et regardez si elles sont, si elles sont dans les conditions de la vulnérabilité. Et après, dans ce cas-là, tu peux, si tu es dans les conditions de la vulnérabilité, ben, soit tu trouves le moyen de patcher, soit tu fais en sorte que de changer tes règles pour sortir des conditions de vulnérabilité. Sachant que cette vulnérabilité, elle a deux impacts possibles. Le premier, c'est tout simplement crash. Ça, c'est le meilleur des cas. Et le deuxième cas de figure, c'est c'est dans ce cas-là ce qu'on appelle une RCE. Ça veut dire Remote Command Execution. Ça veut dire que l'attaquant qui utilise cette vulnérabilité est capable d'exécuter du code sur votre machine. Il peut entre guillemets lancer des commandes. Et on l'a vu il n'y a pas très longtemps, il existe des élévations de privilèges dans le noyau Linux. Donc il suffit que quelqu'un réussisse à exploiter votre Nginx pour lancer des commandes à distance, pour qu'il vienne enchaîner cette vulnérabilité avec une élévation de privilèges comme on a eu récemment, et si vous n'êtes patché ni de l'un ni de l'autre, bah, potentiellement quelqu'un peut réussir à non seulement s'inviter sur votre serveur, mais s'inviter avec les pleins pouvoirs. Salut à toi DTNeo12, j'espère que tu vas bien. On est en fin de live DTNeo. Je vais pas tarder à rendre l'antenne. Après, pour ce qui est de mettre Nginx dans la version upstream sur Debian, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est les dépôts de chez Nginx. Merci pour le follow DTNeo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc vous avez le dépôt de Nginx, le dépôt officiel, et vous avez aussi les dépôts de Ondrej-Suri. Donc si on va sur nginx.org, tac, vous avez alors si je fais sur download source, voilà, tac, prebuild packages, et là vous avez pour Debian, vous avez la possibilité d'installer. Bah, c'est ce que fait le conteneur, hein. On l'a vu, le conteneur en fait pour Debian, il vient faire globalement installer le dépôt officiel et installer des packages. Voilà, Debian et Ubuntu, c'est possible. Vous avez SUSE aussi. Alpine, visiblement, il y aurait un package. Enfin, il y aurait un repo. Si je comprends bien. Donc ça, c'est cool. Donc il y a un repo APK pour Alpine. Et puis pour d'autres distribs, voilà, il y a des dépôts. Donc les gens de chez Nginx maintiennent leur propre dépôt. Vous voyez en plus avec Debian 11, 12 et 13, RHEL 8, 9, 10, les Ubuntu, on en a 4. En plus, ouais, il y a la toute dernière Ubuntu, donc ça c'est pas mal. Et par contre, sinon, il y a, comme je disais, les dépôts de Ondrej-Suri. Hop. Disagree and close, voilà, debsuri.org. Packages, et vous avez alors il indique PHP, hop, mais en fait si vous remontez, vous avez je sais plus où est-ce qu'il les avait mis. Mais il proposait du Nginx aussi à une époque. Alors, si je prends Trixie main binary, ah non, c'est pas ça. Mais je crois qu'à une époque, il proposait du Nginx. Je sais pas si c'est toujours le cas. Mais à la base, c'est surtout pour récupérer des paquets PHP de différentes versions pour Debian. Mais l'inconvénient
du paquet de chez Nginx, je pense notamment à Debian, c'est que vous n'avez pas forcément les mêmes modules qui sont disponibles que dans les paquets Debian de chez Debian. Des fois, vous avez quelques trucs qui sont pas dispo. Donc, selon ce que vous utilisez, potentiellement, c'est pas pratique d'utiliser le paquet de chez Nginx. Donc, ça reste à voir en fonction des cas de figure, j'ai envie de dire, au cas par cas. Voilà. Il n'y a pas Brotli. Je crois qu'il manque aussi, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il manque une mode security. Merci pour le drift. Ah bah t'as cherché FlashBIOS. T'as envoyé le lien. Voilà. Bon, braves gens, il est presque 20h10. On va s'arrêter là pour ce soir. Hop. J'espère malgré tout que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'étais content de vous montrer les trucs de mes benchmarks. J'espère avoir l'occasion de démarrer cette histoire de double conteneur, de proposer un deuxième conteneur full. Je pense que ce sera plus simple plutôt que de faire du APK install à la main à chaque fois que je relance le conteneur, parce que ça commence très sérieusement à m'embêter. Faudra que je vois aussi pour cette histoire de PDF. Je pense que je vais créer des tickets sur le projet. Si jamais vous avez comme ça des requêtes sur le projet, alors je crois que c'est dans... On a vu ça la semaine dernière en plus, ils ont planqué ça. Et j'ai... voilà, work items. Voilà, work items. Tac, je vais vous le copier là. N'hésitez pas, s'il y a une fonctionnalité que vous aimeriez voir ajoutée, n'hésitez pas à ouvrir un ticket et puis je verrai ce que je peux faire. Voilà. Donc, on se retrouve comme d'habitude tous les dimanches de 18h à 20h environ. Hein. Les replays sont disponibles sur YouTube. Comme d'habitude, quand je n'oublie pas de les publier, comme j'ai fait là pour le dernier live, que j'ai du coup publié juste avant le live de ce soir. J'espère publier celui-ci assez rapidement. Sinon, comme d'habitude, hein, tac, vous avez tous les réseaux sociaux pour discuter entre deux lives, que ce soit Mastodon, Blue Sky, X, anciennement Twitter, et le Discord de la chaîne. Donc vous avez tout ça qui est sur anotherhomepage.org. Et en bonus, si jamais vous avez envie de voir des photos de notre adorable toutou, je crois que c'est celui-là. Ah non, c'est pas celui-là Instagram? Ah zut. Je me suis trompé. Ah attendez, j'ai pas la bonne commande. Si, c'est point d'exclamation Instagram Arena. Comment ça se fait que ça marche pas? Bon, tant pis, ça marche pas. Ah, flûte. Ou alors je me suis trompé dans le... Hop. Tac. Hop, voilà. Effectivement, je m'étais trompé. J'avais écrit Instagram. Ok. Voilà, si vous avez envie de voir les photos d'Arina. Bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, une bonne soirée, un bon début de semaine prochaine. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Et avant de se laisser, on va lancer le raid vers Adrien. Ouais, et bonne app pour celles et ceux qui vont dîner. Hop, allez. Vous restez pour le raid vers Adrien et on lui envoie de la force pour la soirée. Allez, salut.